Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un chouïa de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou que vous voulez mon avis sur un titre en particulier, n'ayez pas peur, vous avez le chapitrage dans la barre YouTube, en description, ça change pas. Pensez à laisser un pouce bleu, à commenter ou à partager la vidéo, à vous abonner si c'est pas le cas, pour que la vidéo puisse être plus visible sur YouTube, pour que la chaîne grandisse. Et voilà, c'est dit, c'est fait, et on commence maintenant. On commence avec le bateau de Thésée. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, je vous ai parlé de Peleliu, où il y avait une offre, les 3 premiers tomes à 3 € l'unité, soit 9 € pour 3 tomes. Et bien Vega avait sorti la même semaine le bateau de Thésée, mais comme j'avais pas le tome 1, j'ai pas pu en parler, j'en parle cette semaine, et donc c'est pareil, les 3 premiers tomes à 3 €, soit 9 € pour 3 tomes, sachant que la série va faire 10 tomes. Il y en a 6 disponibles, bientôt 7, donc vous avez déjà la moitié de la série en France pour 9 €. Ça va. C'est donné, hein, c'est vraiment super cool. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est l'histoire? En fait, on va suivre Shin, qui est alors, il est pas prof, il a passé le concours de prof, mais il veut pas être prof. Et en fait, il y a des années, enfin, quelques temps avant sa naissance, son père a été accusé d'un crime et envoyé en prison. Il avait tué une vingtaine d'enfants par empoisonnement. Et donc, en fait, ce crime a poursuivi sa famille, donc sa mère et ses frères et sœurs, enfin, son frère et sa sœur, et des années encore après, ben, ce crime le poursuit. Et il va arriver à une chose au héros dramatique, et il va se retrouver des années en arrière, mais pas dans son corps d'enfant. Il va se retrouver lui, vraiment lui tel qu'il est aujourd'hui, à l'époque, quelques temps avant que son père commette le crime. Et donc, il va découvrir son père qu'il n'a jamais vu, il va découvrir l'homme qu'il était avant ce crime, et c'est de comprendre, merde, qu'est-ce qui a poussé mon père à faire ça? Et en fait, quand on m'avait raconté un peu le speech, je pensais que c'était vraiment une sorte de le journal de mon père, Quartier lointain, ou encore Era Z, et en fait, pas du tout, parce que là où, dans ces 3 titres que j'ai cités, le héros revient dans son corps d'enfant, là, on a un personnage qui revient à une époque avant sa naissance, donc déjà un monde qu'il ne connaît pas, une époque qu'il ne connaît pas, et il va croiser des gens qu'il ne connaît pas parce que c'est un quartier qu'il n'a jamais côtoyé, parce que c'était avant sa naissance, et sa famille a quitté cette ville. C'est super intéressant, et il y a une petite ambiance qui se crée, franchement c'est bien angoissant, c'est super cool, là le tome 3 il se finit sur un truc, j'ai envie de savoir la suite tout de suite, là j'ai envie de savoir la suite, et donc je vais sûrement m'acheter les tomes 4, 5, 6 très prochainement, de toute façon je vais en reparler sur la chaîne, c'est sûr et certain. Mardi, j'ai parlé de Rent a Girlfriend et de Nagatoro, et bien je continue à en parler avec le 2e tome de Rent a Girlfriend. Le tome 1 s'est terminé avec le héros qui partait à moitié alcoolisé avec son ex Mami, donc qui est ce personnage-là, et donc ça se poursuit là-dessus. Cet ex qui essaye un petit peu de reconquérir Kazuya, mais en fait, plus tard dans le tome, on se rend compte qu'elle veut juste qu'il rompe avec son actuelle, entre guillemets, copine. J'aime bien le passage où ils vont à la plage et qu'elle fait tout pour le chauffer. Il y a vraiment plein de plans où elle fait tout, limite elle twerk devant son visage pour qu'elle dise allez viens sors avec moi. Quand elle lui reparle, elle fait tu te rappelles quand on était ensemble, on parlait de notre enfant, notre premier enfant, elle parlait comme ça. Et l'autre, bah il pense qu'avec sa queue, donc direct il va y retourner. Et c'est super intéressant surtout que bah, ses potes se disent mais pourquoi il retourne avec elle? Il a sa super copine la Shizuru, je comprends pas. Et le passage où Shizuru arrive et que bon bah t'as un gros plan sur ses bonnets et que là t'as dit oh merde j'ai aucune chance contre ça et elle remonte sa veste pour pas qu'on la voie et page suivante elle est dégoûtée et elle envoie des tweets en mode je vais le niquer celui-là, pourquoi il a ramené sa copine, on devait pas ramener nos copains, et elle a une tête mais vraiment effrayante. Voilà, c'est vraiment ce visage là, c'est le visage de l'antagoniste. Voilà, Mami, je l'ai pas aimé dans la série. Alors je l'ai pas aimé dans le sens elle est faite pour être détestable. Et franchement, le personnage fonctionne. Le personnage est conçu pour être horrible, détestable. Vraiment, t'as envie de lui casser la gueule. C'est vraiment une. Excusez-moi les termes, une te pue. Hein. Vraiment, dans le sens où son copain la quitte. Enfin, c'est même pas son copain la quitte. Elle a quitté son copain. Parce que c'était un jeune débutant dans les histoires d'amour. Il s'est trouvé une nouvelle copine. Et l'autre, il se dit attends, il m'a déjà oublié. Attends, d'où attends, pas comme ça là. Donc, vraiment, un côté un petit peu, voilà, salope, hein, excusez-moi du terme, hein, c'est pas pour critiquer les femmes hein, que je dis ça, c'est vraiment, le personnage est conçu pour être détestable, et franchement ça fonctionne, et j'en ai pas parlé dans ma vidéo, c'est que, alors, il y a des petits bonus derrière les couvertures, où à chaque fois le héros fantasme sur un truc, dans le tome 1 il fantasme sur le fait que ça serait, Shizuru était une serveuse, et attends ça veut dire qu'elle pourrait dire que ça serait mon dessert pour ce soir, et là c'est plus un délire où, Shizuru était ma prof particulière. Voilà, et elle me dit, viens, on fait du sport de chambre. C'est génial. Voilà, franchement, Rent a Girlfriend, je kiffe. C'est vraiment bien. Là, on est vraiment au l'épisode 3, je crois. C'est vraiment quasiment la fin de l'arc, entre guillemets, de la plage,
qui était vraiment un arc qui était super cool et qui m'a vraiment fait dire ouais, Red Dagger c'est trop bien. Battle Brother, tome 3, donc il reste plus qu'un tome après celui-ci, ce sera la fin de cette histoire totalement délirante, où l'océan monte dans la ville de Tokyo, où deux frères survivent dans une baignoire entourés de requins. C'est débile, c'est con, mais c'est trop bien. Alors, dans ce tome-là, on est centré sur une grosse histoire où les deux frangins, après avoir laissé les deux sœurs, rencontrent un bateau avec des prisonnières qui se sont évadées. Et dans le lot, il y a une histoire qui va faire ressurgir le passé du grand frère, c'est que il y a sa copine virtuelle, celle qu'il avait rencontrée sur... alors c'est pas WoW, mais on va dire que c'est WoW, hein, c'est un jeu multijoueur, un MMORPG sur lequel il avait rencontré une fille qui était mentionnée dans le tome 1. Et en fait, on apprend l'autre côté de l'histoire, où en fait, elle était hyper jeune, qu'elle avait peur de rencontrer quelqu'un et qu'elle n'y est jamais allée. Et là, le frère s'est imaginé que « Oh, je suis moche, elle a pas voulu de moi ». En fait, non, elle n'a jamais rencontré le grand frère. Ce qui fait que le grand frère s'est fait une histoire dans sa tête et s'est reclus à cause d'une histoire qui n'était pas cette histoire-là. C'est super intéressant et j'espère que dans le tome 4, on va un petit peu travailler ça. Parce que là, c'est vrai qu'à la fin du tome, il apprend le secret, sauf qu'il veut sauver la fille qu'il aime et ben, elle meurt. C'est horrible. Et ça se finit plus ou moins là-dessus. Donc je suis un peu... Ah, qu'est-ce que ça va devenir? Parce qu'il reste plus qu'un tome. Les conséquences sur le grand frère, qu'est-ce que ça va être? Parce que là, c'est hyper intéressant. Dans le tome précédent, il a plus ou moins niqué. Là, il rencontre son amour, son premier amour et son seul et unique amour. Et elle meurt. Donc, qu'est-ce que ça va être le prochain tome? La conclusion finale de cette histoire, je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite et de voir les fins de cette histoire, qui est vraiment super bien, qui est totalement délirante. Le dessin est what the fuck, mais ça passe. Battle Brother, je vous le conseille, c'est 4 tomes, 3 sur 4 pour l'instant, et le tome 4 ne va pas tarder à arriver, mais c'est trop bien, c'est n'importe quoi, et je kiffe. Chainsaw Man, tome 7, alors ce tome-là, le début, c'est un peu la transition, les conséquences, l'épilogue donc du combat contre le démon bombe avec Denji qui s'était manifesté, et bah comme il dit au début, tu t'es montré au reste du monde, et maintenant le reste du monde va vouloir te casser la gueule et te récupérer. Et donc il y a un petit chapitre qui est intéressant qui est la moitié, donc qui entame l'arc suivant, où tu vois différents chasseurs de démons des quatre coins du monde qui commencent à converger vers le Japon pour niquer le Chainsaw Man, hein, le démon tronçonneuse, et donc tu vois, je vais appeler ça comme ça, mais des rednecks américains, c'est vraiment on dirait des Texans ou des mecs du Kansas, qui sont complètement arriérés, qui disent « Ouais, on va le niquer, hein, ouais, on y va, on est immortel, hein, limite, ils ont des gros guns dans le slip, et ils y vont avec leur chapeau de cow-boy. Bon, c'est pas des rednecks, mais c'est limite une adaptation live, si c'est pas des rednecks, avec des grosses moustaches mous, grosses lunettes fumées, des chapeaux de cow-boy, ça passe, ou des gros manteaux en jean, ça, voilà, c'est ça que je veux pour ces personnages-là. On a ensuite, alors je crois que c'est des Russes. Donc t'as une fille qui est un peu plus jeune avec son garde du corps, qui est une sorte de tireur d'élite, qui ont l'air d'être des Russes. On a une Chinoise qui est avec son harem. Et alors, waouh, là l'auteur il a fait fort. Il y a plusieurs scènes où elle apparaît, où ils sont tous à poil, ils sont en train de copuler bizarrement. Et il y a même une double page couleur, alors qu'il y a en noir et blanc dans cette édition-là. Et je me dis, waouh, c'est passé dans le Jump ça. Waouh. Et alors j'en parlerai un petit peu après ce personnage là. Et on a un Allemand qui se fait appeler le Père Noël et qui est un pédophile, hein, la scène où il dit ouais, qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai besoin de 3 enfants. C'est tout? Il fait ouais, 2 pour la mission et 1 pour mon usage personnel. Et là quand il dit ça, tu dis ok, j'ai compris. Et donc ces 4 personnages là vont foutent le bordel au Japon, ils arrivent et ça va être le gros bordel. Et alors je reviens sur le personnage chinois qui s'appelle Gangxi, je crois, Gangxi, qui, je sais pas, franchement, ouf, à chaque fois qu'il y a une personnage féminin qui apparaît dans cette série, waifu ultime. Là j'avoue, la fille bombe énorme, Makima énorme, ce personnage là énorme, la scène où elle sort ses deux épées et je sais pas, elle marche, elle fait un putain de sprint et qu'elle coupe toutes les têtes qu'il y a autour d'elle. J'ai fait waouh, c'est énorme. Et elle a l'air d'être plus ou moins immortelle parce que elle a l'air d'avoir connu quelqu'un qui est plus vieux qu'elle, qui dit ouais le bon vieux temps, etc. Je me dis ouh, est-ce qu'elle aurait pas une sorte de démon qui l'a fait rajeunir, qui l'a maintenu en état, on va dire perfect combat tout le temps. Je sais pas trop. En tout cas, j'attends de lire la suite, surtout que on est quasiment à la fin, il ne reste plus que 4 tomes. Donc là, après cet arc-là, je pense que ça sera l'arc final de Chainsaw Man. Vivement Chainsaw Man, c'est une putain de tuerie. Et ouais, ce personnage-là, énorme. Alors, Makima, là-bas encore, mais honnêtement, déjà, je la kiffe. Hein. La tenue militaire, ça lui va trop bien. J'adore ce personnage-là tout de suite déjà. Et j'ai hâte d'en savoir plus dans les prochains tomes. Après des années, ça y est, il est enfin là. Pokémon Noir 2, Blanc 2. Putain, il s'est fait attendre celui-là, parce que quand Kurokawa a commencé à faire du Pokémon, enfin la grande aventure Pokémon
en manga, ils ont commencé avec noir et blanc. Donc c'était l'arc du moment parce que le jeu venait de se terminer, vous venez de commencer, etc. C'était il y a 5-6 ans, facile. Ils ont enchaîné ensuite avec les jeux au fur et à mesure. Donc ils ont fait X et Y, ils ont fait Soleil et Lune, et ils ont fait Bouclier épée en format classique. Et en parallèle, ils ont sorti à chaque fois des gros bouquins. Donc ils ont recommencé avec l'histoire d'origine, rouge, bleu, jaune. Après ils ont fait Rubis, Saphir, ils ont fait Or et Argent. Alors après je crois qu'ils ont fait Vert-Feuille, enfin Rouge-Feu, Vert-Feuille, Émeraude. Ils ont poursuivi avec Diamant et Perle. Et on attendait toujours Noir 2, Blanc 2, qui était la suite de Noir et Blanc. Et surtout que, au vu la conséquence de Noir et Blanc, on voulait savoir la suite. Qu'est-ce que sont devenus les héros? Parce que la fin de Noir et Blanc n'est pas gentille, c'est vraiment une conséquence dramatique. Et on voulait savoir ce qu'allaient devenir les héros. Et ça y est, on a enfin la suite de cette histoire. Alors, on ne suit pas Noir, enfin le héros noir et l'héroïne blanche. On suit deux nouveaux personnages, comme à chaque nouveau jeu. Donc là, on suit Norris et Blanquine, je crois, je sais plus leur nom exactement. Ils sont pas marqués là, c'est dommage, mais c'est Norris et je sais plus comment s'appelle l'autre Blanquette ou Blanquette de Veau, non c'est pas ça. Et il y a pas les noms là, je suis assis. Ben non, ils sont pas là. Donc on s'en fout. Donc Noir 2, Blanc 2, donc les deux héros. L'un est flic dans la police et qui est donc le supérieur de l'inspecteur qui vient à chaque fois dans tous les jeux maintenant. Et Blanche 2 est une ancienne Aldiel Plasma. Et donc chacun ne connaît pas l'identité de l'autre et ils vont se côtoyer. J'aime bien le fait que Norris soit un petit peu un dragueur qui charme toutes les filles et qui veut essayer de se taper l'héroïne. C'est sympa. C'est vraiment cool. Alors, moi, mon rap, maintenant je vais parler d'un truc, c'est que Noir 2, Blanc 2, c'est le seul jeu Pokémon que j'ai pas fait. Voilà, vous êtes choqués. Alors, la petite histoire, c'est que quand Pokémon Noir et Blanc est sorti, le premier, le Noir et Blanc classique, je devais avoir 17-18 ans. Alors, il y avait déjà le côté, ça devient un jeu pour les enfants, et surtout, j'avais Internet chez moi, enfin chez mes parents, et je m'étais beaucoup renseigné sur le jeu. Tiens, il va y avoir ça comme badge, il va y avoir ça comme Pokémon, ça Pokémon. Et quand j'ai eu le jeu, que je m'étais acheté avec mes deniers, déjà, donc il y a le côté, c'est pas un cadeau, c'est moi qui me l'achète, je l'ai joué, je l'ai allumé, et j'ai rien découvert, parce que je m'étais déjà tout spoilé en allant voir sur les articles, en allant voir faire des news, ce qui fait que j'ai pris aucun plaisir à jouer au jeu, je suis même pas allé au bout, parce que j'en avais marre en fait, je connaissais tout, j'avais dit ah ouais bah ok c'est ce badge là, ok bon je sais qu'elle a tel et tel Pokémon dans son équipe, bon voilà je sais aucune découverte, et ça m'a beaucoup frustré, ce qui fait que j'ai laissé tomber Pokémon. Quand Noir 2 Blanc 2 est sorti, ça avait l'air ouf, et je l'ai même pas acheté. Quand XY est sorti, je l'ai pas acheté. Quand Rosa est sorti, je l'ai pas acheté. Et quand le Soleil et Lune est annoncé, je me dis waouh, ça a l'air trop bien. Allez, je vais me refaire tous ceux que j'ai pas fait. Et en fait, sur 3DS, donc j'ai fait XY, Rosa. À ce moment-là, il y a eu la sortie de Soleil et Lune, je l'ai fait. Ultra Soul Ultra Lune, je les ai pas fait, c'était pas intéressant. Je suis pas allé jusqu'au bout, c'est pareil, ça m'a saoulé. Et Bouclier épée, j'ai adoré. Et donc voilà, je suis hyper content que Noir 2 Blanc 2 sorte. Je vais pouvoir découvrir l'histoire, même si c'est bon, c'est pas l'histoire telle quelle du jeu. Ça reprend quelques trames, quelques points scénaristiques. Et après, ils font ce qu'ils veulent, comme à chaque fois. Et voilà, je suis super content. C'est un petit plaisir. Alors, je l'ai pas dit, il va y avoir 2 gros tomes comme ça. Au Japon, il y a 4 tomes classiques. Et là, donc, c'est 2 gros pavés. Et logiquement, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Rosa, et donc pas tout de suite je pense. Habituellement, Kurokawa il sort toujours un petit manga classique donc pour suivre l'actualité Pokémon, donc le jeu du moment. Donc là, ils font Bouclier épée, on a tome 1 pour l'instant, et ils vont suivre l'édition japonaise. Et ils sortent à chaque fois une grosse édition pavée qui est un jeu plus ancien. Forcément, une fois qu'ils auront fini Noir de Blanc 2, il restera plus que Rosa adapté. Donc je pense que, allez, le prochain tome sort dans 3-4 mois. Fin d'année, on a Rosa. Très clairement, en plus, de toute façon, il l'avait dit. J'avais vu un live de Kurokawa et l'éditeur disait Noir de Blanc 2 parce que les gens l'attendent depuis très longtemps et normalement, il reste plus que Rosa. Donc voilà, je pense que septembre-octobre, on a Rosa en France. Voilà, je dis ça comme ça, c'est un au pif. Peut-être que j'ai une grosse connerie, ça sortira peut-être avant, peut-être plus tard. Mais je vois pas Rosa arriver avant au moins septembre-octobre. C'est juste mon avis, peut-être que j'ai une connerie, on verra si l'avenir me donne raison. Basilisk, The Oka Ninja Scroll, 7ème et dernier tome de cette suite spin-off de Basilisk, et mitigé. Voilà, je suis un peu mitigé sur la fin. Alors le combat contre Oda Nobunaga, le fait que Noda se soit devenu plus ou moins immortel, qu'il se soit réincarné, c'est intéressant. Bon, voilà. De toute façon, c'est assez logique par rapport à tous les méchants qu'il y a eu jusqu'avant. Mais voilà, je suis un peu, bof.
Oda Nobunaga, bon, encore une fois, voilà, c'est pas la première fois qu'il apparaît dans un manga, ce sera pas la dernière fois. Mais j'aime bien le concept, alors c'est un peu bizarre, mais le concept que le héros et sa sœur soient vraiment, c'est officiellement ils sont amoureux, ils sont incestueux, il s'est même dit plusieurs fois. J'étais un peu très Japon, voilà, c'est un peu ouais particulier, surtout que non, j'allais dire une connerie. Mais j'aime bien l'idée de leur pouvoir, qui est là donc pour niquer Oda Nobunaga, qui sont juste là pour ça. Et que finalement, Oda qui voulait créer un nouveau monde grâce à leur pouvoir, bah eux ils vont créer un nouveau monde où leurs amis vont survivre, et eux ne sont plus là. Et c'est assez particulier parce que l'épilogue bah, montre que les héroïnes qui ont survécu, parce que il y a une scène où tu vois donc les deux plus vieux du groupe, de chaque groupe, garçons et filles, qui sont encore en vie, qui sont ensemble, qui vont avoir un enfant. Tu vois les trois autres filles avec le gros musclé, et ils sont où les deux autres mecs parce qu'on les a pas vus, et ça m'a pas mal perturbé de me dire mais attends, il y en a deux qui sont pas là, ils sont devenus quoi? Alors peut-être que je les ai ratés, peut-être qu'ils sont dans le décor mais je les ai pas vus, ça m'a pas mal perturbé. Et la conclusion est en adéquation avec Basilisk premier du nom, dans le fait où bah, ils se sont sacrifiés, tout le monde est mort, enfin c'est un peu dommage, c'est que ça aurait été plus logique que tout le monde meure. Voilà, ça aurait été logique parce que dans Basilisk ce qui est fort c'est que tout le monde s'est battu et que même les amoureux qui ne voulaient pas se battre au final meurent aussi, ce qui est horrible. Et là, en fait, ils se sacrifient pour les autres, et il n'y a que eux qui meurent. J'aurais préféré que tout le monde survive, ça aurait été bien, ils auraient dit, on a niqué la barrière, on arrête les ninjas, on arrête tout ça, ça y est, c'est la fin des meurtres entre les villages de Koga et de Iga, et ben, il n'y a que eux qui sont sacrifiés. Ouais, je suis mitigé, ça nique pas autant le manga d'origine, enfin les romans d'origine, que l'animé qui adaptait ce manga qui était pourri, mais qui était vraiment pourri, au point où je me suis dit j'achèterai jamais le manga, et finalement je l'ai acheté. Mais voilà, je préfère quand même le manga d'origine, malgré qu'il y ait des petits défauts au niveau du dessin. Celui-là, c'est sympathique, mais il y aurait pu avoir un petit peu mieux. Voilà. Full Metal Alchemist Perfect Edition, tome 6, avec le personnage de Lust en couverture. C'est un tome qui est très chargé en informations. Alors, encore une fois, je le répète, je lis pas le manga, je l'ai déjà lu plus d'une fois, vu l'anime plus d'une fois. Je refeuillette pour me remettre un petit peu d'idées en clair, mais j'achète le manga, enfin cette édition, parce que elle est juste incroyable. Voilà, faut dire ce qui est, c'est une édition de ouf, toujours aussi dingue. Alors en plus avec des petits bonus sur les personnages, et on apprend que notamment Slot, qui était donc le gros baraquet qui creuse un trou tout autour du pays d'Armétiste, et devait être conçu comme une sorte de Frankenstein, et finalement il a un petit peu changé, que Grid était vraiment bien pensé, qu'il a juste modifié l'emplacement de sa marque, qui était au niveau des épaules et finalement est apparu au niveau des mains. Dans ce tome-là, on a l'arrivée de Yin Yao, donc celui qui vient du pays asiatique, hein, le pays des Chinois, on va dire ça comme ça, et Mei Mei, je ne sais pas de bêtises, j'ai oublié son prénom à elle, celle qui est amoureuse de Alphonse, donc qui apparaissent, hein, c'est vraiment un tome vraiment pas mal d'action. C'est aussi le tome qui marque la fin du, alors je sais plus comment s'appelle l'adjudant en chef Ross, donc c'est celle qui a un grain de beauté et qui va se faire tuer par Mustang d'un claquement de doigts. Et la page, franchement, dans cette édition-là, quand je suis tombé sur la page, j'ai fait waouh, à claque de ouf. Là où j'avais trouvé, enfin, je suis tombé sur la page en édition classique. Voilà, vu que le papier est un petit peu pris de l'âge, ça passe. Mais là, j'avoue que l'édition est tellement dingue que même la scène est encore plus impressionnante, en fait, encore plus d'impact. Et alors, là où je trouvais que les premiers tomes, je me dis, ah, c'est pas ouf, c'est genre grand format et page couleur. Ouais, il y avait une page couleur. Là, il y a quasiment que des pages couleurs. Enfin, chaque chapitre a une page couleur, ce qui est assez dingue. C'est vraiment cool. Et FMA, quoi, genre. Je sais pas, je veux dire, là, c'est The Edition. Je m'étais pas. Je pensais pas. Je pensais acheter les deux premiers tomes et dire, oh, et puis basta. Et finalement, je continue parce que l'édition est juste dingue. C'est un truc de malade, cette édition. Waouh! Mutafukaz 1886 volume 2, donc on poursuit l'histoire de Angelino et Vince dans ce Far West donc de 1886. Alors j'ai refeuilleté encore un petit peu mon gros bloc Mutafukaz qui est juste là pour voir plus ou moins qu'est-ce qui était adapté par rapport aux comics d'origine. Alors là c'est un peu plus flou parce que non, alors il y a toujours cette histoire avec l'homme en blanc qui arrive, le mec en costard blanc qui vient foutre le bordel et qui oblige Vince et Angelino à partir. Et normalement ils croisent les latinos et après ils vont chez la mafia japonaise, enfin, donc les yakuza, avec une ambiance très manga dans le dessin. Et alors là en fait il y a toujours l'homme en blanc qui apparaît et en fait ils partent à cheval et ils rencontrent les Indiens dont le chef fait penser un petit peu au gros boss des latinos.
qui est vraiment un mec énorme, mais en même temps, le fait qu'il soit recueilli par une tribu, etc., enfin un peuple, ça fait penser un petit peu au moment où il rencontre les Yakuza, donc là j'ai un peu du mal à savoir ce qui a été transposé, ce qui fait que même si on m'a vendu ça comme genre c'est vraiment l'histoire de Mutafukaz transposée au Far West, là j'avoue que il y a pas mal de modifications de la trame d'origine, qui fait que ça reste quand même plaisant à lire, et c'est vraiment cool, même si j'ai trouvé les dernières pages très denses, parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'était pas forcément ultra plaisant à lire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur le peuple indien, tu sens que les auteurs ont fait beaucoup de recherches, et ce qui fait que c'est assez. Il y a une page où il y a. Ouais, cette page-là, je la trouvais assez irrespirable par moment. Il y avait beaucoup de textes sur. Genre, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que j'ai passé facile 5 minutes dessus, tellement il y avait d'informations sur chaque peuple. Alors en plus, ça va un peu à droite à gauche. C'est vrai que à lire, j'ai eu un peu plus de mal, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un super boulot. Vraiment, j'aime beaucoup Mutafukaz et Mutafukaz 1886. On finit par un énorme coup de cœur. Sandman de Neil Gaiman. Alors voilà, c'est un comics, un gros, mais un énorme pavé de 500 pages, qui est donc le premier tome sur 7 de Sandman, un comics dans l'univers de DC, mais très loin de DC quand même. Il y a quelques références, j'en parlerai un petit peu après, mais très loin de DC, écrit par Neil Gaiman. Alors Neil Gaiman, c'est un auteur que j'aime énormément, qui a écrit pas mal de romans. Alors j'ai pas tout lu, je suis en phase d'essayer de tout lire de sa bibliographie, mais je l'ai découvert il y a quelques années grâce à la série American God, qui est actuellement sur Prime Video, donc de Amazon Prime, où en fait c'est l'histoire de Ombre Moon, un prisonnier qui va sortir de prison et qui va être accosté par un certain Monsieur Voyageur, Monsieur Vendredi en anglais, qui est en fait Odin, le tout-puissant Odin, qui est arrivé avec les Vikings sur le continent américain et qui est resté en tant que dieu, et qui vit maintenant avec les Américains, et en fait il va lui faire rencontrer d'autres dieux qui ont immigré avec leur peuple, notamment on va rencontrer les dieux slaves, les dieux égyptiens, il y a différentes divinités qui sont vénérées pour d'autres choses, notamment la déesse de Pâques, etc. Et en fait, ils vont ils vont faire une lutte contre les nouveaux dieux qui sont Internet, la télévision, les téléphones, etc. La série est géniale, le roman est ouf, et la série, en fait, développe encore plus l'univers. Ce qui fait qu'il y a 3 saisons, alors que le roman fait 300 pages, et en fait, ils sont limite en train de faire une saison 50 pages, et en fait, limite un chapitre, une saison, pour développer de plus en plus l'univers. Il y a plein de dieux qui sont pas dans le roman qui sont là. On parle des dieux africains, on parle beaucoup plus des dieux indiens. Il y a tout un arc là où il est dans une ville qui dure un chapitre dans le roman et ça dure une saison entière. Mais on développe beaucoup plus les dieux slaves, c'est génial. Il a fait aussi avec Terry Pratchett Good Omens, qui est aussi sur Amazon Prime, où cette fois c'est un dieu biblique, enfin, mais non pas un dieu biblique, un ange biblique et un démon biblique qui se connaissent depuis la création de l'humanité, donc de Adam et Ève, et qui vont découvrir que dans 15 ans c'est la fin du monde, sauf qu'ils ont pas envie que ce soit la fin du monde. C'est génial, c'est très humour britannique. Il a aussi fait un truc qui s'appelle Neverwhere, qui est un roman qui est pas en série télé, enfin, c'est à la base une série télé qu'il a écrit qui s'appelle sur la BBC, mais c'est peut-être 15-20 ans, c'est irregardable, c'est tellement c'est moche. Et c'est l'histoire en fait d'un courtier anglais qui va se retrouver plongé dans le Londres d'en bas, où en fait c'est un Londres fictif qui vit sous le métro, où en fait tous les quartiers de Londres, qui ont un nom à la con, ont une correspondance en bas. Donc genre par exemple, je sais pas, je veux dire le Earl Court, donc la cour du roi, enfin la cour du comte, bah, c'est une vraie cour de comte qui est en bas. Il y a le quartier de Knightsbridge, bah, c'est Knightsbridge, c'est un pont en fait en bas, etc. Il y a des hommes qui parlent avec des rats, il y a un petit côté... genre tous les colons, tous les gens qui sont venus coloniser l'Angleterre ont une correspondance en bas, parce que forcément, bah, un quartier peut-être fait référence aux Romains, aux Latins, aux Vikings, et ben ils sont toujours en bas, il y a toujours des Vikings, des Romains qui se tapent dessus, c'est génial, c'est une super série. Et donc Sandman, c'est l'histoire du petit frère de la mort, Sandman, le marchand de sable, qui fait partie des éternels, donc les entités cosmiques, millénaires, éternelles du monde de DC, et qui régissent des différentes émotions. Donc là, il y a la mort, et lui, le Sandman, c'est les rêves. Et en fait, l'histoire, c'est qu'au début, dans les années début 20e siècle, un petit peu, c'est pendant la Première Guerre mondiale, il va se faire happer par un magicien de seconde zone, et il va l'enfermer dans un bocal pendant quasiment plus de 50 ans. 80 ans à peu près. Et il va se libérer, et en fait, il va se libérer de cette cage, hyper affaibli, il va tuer son geôlier, et il a qu'une envie, c'est de retrouver ses artefacts, donc son casque, son sac de sable et un rubis, qui ont été éparpillés dans le monde. Alors il y en a un qui se trouve en enfer,
qui est détenu par les démons, donc il y a Lucifer. On retrouve aussi, je sais plus comment il s'appelle, ce démon Etrigan, donc un démon de DC. Il y en a un qui a été détenu par John Constantine, l'univers de DC. On nous dit que la Justice League a tenu aussi un objet, encore DC. Et donc, pour la première moitié du tome, c'est une histoire où il va récupérer chacun des artefacts. Donc il va aller en enfer, il va rencontrer Lucifer et Trigan, et il va récupérer un de ses objets. Il va rencontrer John Constantine, il va récupérer un objet. Et il va rencontrer un méchant de l'univers de Batman et récupérer son objet. À côté de ça, on va avoir des petites histoires qui ont quasiment rien à voir. Genre, il y a un chapitre qui est vraiment cool, où il parle avec une fille qui est sa grande sœur. Donc la mort. Et j'adore le chapitre, c'est que ça commence, ils discutent, il y a un mec qui vient accoster sa sœur, et il dit « Ouais, t'es pas mal, toi, je t'aime bien. » Elle dit « Ouais, t'inquiète pas, on se reverra, Billy. » Et il s'en va, il dit « Mais comment c'est que je m'appelle Billy ?» Et donc, ils racontent leur histoire, ils discutent, la mort fait son boulot, à tuer des gens, enfin, à tuer les âmes, et à la fin, on revoit Billy, qui se fait faucher par une voiture. Elle dit « Tu vois, je t'avais dit qu'on se reverrait. Allez, viens, je t'emmène chez moi. » Et donc il part dans le monde de la mort. C'est génial. La deuxième histoire, en fait, s'appelle La Maison de Poupée. En fait, il y a certains cauchemars du monde de Sandman qui se sont échappés, qui ont fui pendant ces 50 ans d'absence. Et donc il va partir à leur recherche, notamment un qui s'appelle le Corinthien, qui est génial parce que c'est censé représenter un petit peu les rêves des tueurs en série. Et alors j'adore, c'est son visage, c'est que sous ses yeux, il y a des bouches. Il n'a pas d'œil, il a des bouches. C'est génial. J'adore le design. Et alors, il y a un truc que j'ai vraiment kiffé dans ce tome-là. Alors, c'est qu'il y a une page, alors c'est celle-ci, j'avais mis un marque-page, où tu vois un personnage qui dort, alors je sais pas si on verra bien, et en fait il plonge tout doucement dans les rêves, et au fur et à mesure, en fait, pour lire le bouquin, t'es obligé de tourner le bouquin. Je trouve ça génial, il y a ça une fois ou deux dans le bouquin, c'est trop bien. C'est 400 pages, c'est très très long à lire, il y a beaucoup d'histoires, il y a des histoires qui sont un petit peu, on va dire, un peu des stand-alone, parce qu'il y a une histoire, il rencontre un mec qui est immortel, la mort lui a dit je te viendrai jamais te voir, et donc il survit, et Sandman lui dit viens on va se voir tous les 100 ans. Et donc tous les siècles, ils se donnent rendez-vous dans un bar, le même bar, et on voit le bar évoluer, les personnages évoluer, et eux, qui changent pas, enfin Sandman ne change pas beaucoup, sauf qu'il s'adapte un petit peu au look de l'époque, et tu vois le mec qui évolue, qui devient super riche, qui devient super pauvre, c'est génial, c'est super cool, j'adore vraiment ce comics. Et alors à la fin, il y a 40 pages d'explications, d'interviews des auteurs, et limite, tu mets autant de temps à lire le bouquin que lire ses explications. Il y a plein d'informations. Genre, par exemple, on apprend que pour l'histoire du mec qui vient tous les 100 ans, l'auteur s'est renseigné à savoir qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. Qu'est-ce qui se passait en 1589, en 1689, 1789. Et il a dit, putain, je suis tombé sur une année où il y avait le mec qui a écrit le roman Faust, qui était encore en vie, et qui a côtoyé à la même époque Shakespeare qui commençait à débuter en tant que romancier, enfin en tant que dramaturge. Ce qui fait que il a fait côtoyer ce personnage-là qui a écrit Faust, qui rencontre Shakespeare qui est jeune et débutant, il dit « Ah, t'es une merde, tu sers à rien ». C'est génial, voilà, il y a plein d'idées comme ça. Voilà, c'est super bien Sandman. Je vais sûrement en parler des prochains tomes quand je les aurai, parce que ça reste quand même des gros pavés à lire, faut prendre son temps, mais c'est vraiment génial. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus, quand j'aurai lu l'intégrale, mais je pense pas tout de suite. Mais en tout cas, Sandman, c'est un putain de kiff, un gros coup de cœur. Je vous conseille de lire, même si bon, ça reste un gros pavé de 30 €. Ouais, mais bon, 500 pages pour 30 €. Je trouve que ça va, c'est pas si cher que ça par rapport à des BD classiques où c'est 15 balles pour 50 pages. C'est juste mon avis. Et Sandman, Neil Gaiman, j'en parlerai sûrement sur la chaîne à chaque fois que j'aurai eu un gros pavé et je vais arrêter de le tenir comme ça parce que c'est super lourd et que j'ai mal au bras en fait. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo pour que celle-ci grossisse et que la chaîne grandisse. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram. Les liens sont dans la description. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!